Oh mon Dieu, par où commencer? Ben d'abord, il faut se rappeler une chose. Quand la mobilisation étudiante démarre, moi, j'ai 21 ans. Donc, rappelez-vous, Salim, Georges, à 21 ans, qui vous étiez? Qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre niveau d'expérience dans la vie? Je veux dire, je suis pas très vieux maintenant, mais quand même presque 15 ans plus tard, je réalise à quel point je commençais dans la vie, à quel point j'étais jeune, inexpérimenté. J'avais jamais été dans les médias de ma vie. Ça avait d'ailleurs jamais été un plan ou un objectif personnel pour moi d'y être. Je n'avais pas prévu devenir une personnalité publique. Ça m'est tombé dessus, littéralement, du jour au lendemain. Puis là, on est donc en 2024. Donc, 12 ans plus tard, puis je suis dans la trentaine, j'avance même dans la trentaine, je suis devenu papa. Des fois, j'ai l'impression d'avoir littéralement grandi sous l'œil du public. T'sais. Les gens m'ont connu quand j'étais tout jeune. Près de 15 ans plus tard, j'ai changé. Je veux dire, qui ne change pas entre, grosso modo, 20 et 35 ans? Je veux dire, c'est une période de la vie où on change. Moi, je me retrouve souvent dans la situation où je réalise que, mon Dieu, les gens ont des opinions sur moi qui sont un peu un cumul, c'est normal, c'est naturel, de ce qu'ils ont vu dans les 15 dernières années, alors que la personne que je suis, évidemment, a énormément changé pendant ces 15 années-là. Fait que j'ai des fois un peu l'impression d'avoir grandi sous l'œil de l'opinion publique. C'est un peu bizarre comme sentiment, mais c'est drôle, aujourd'hui, ça me dérange moins. J'ai pas de problème à le reconnaître. J'ai pas de problème non plus à reconnaître toute l'inexpérience, la jeunesse puis la candeur qui était la mienne quand j'ai commencé en 2012 et même quand je suis entré en politique en 2017, je veux dire. Mais ça m'a pris un temps, je vous dirais, à me réconcilier avec ça. C'est comme si, au début de mon engagement politique, j'étais pris dans toujours un déchirement entre la personne que j'avais été, donc le Gabriel Nadeau-Dubois de 2012, et celui que je suis devenu maintenant comme co-leader d'un parti, comme député, avec des responsabilités qui sont différentes, un rôle dans la société qui est différent. Et je cherchais comme un point d'équilibre entre les deux. Maintenant, j'ai accepté que j'ai juste changé et c'est tout et c'est correct. Mais c'est ça, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que moi aussi, j'avais ça comme première question. Quand tu regardes en arrière, là, on parle de 2010, 2011, 2012, grand rassemblement étudiant. Et là tu es un chef de parti. Est-ce que tu aurais imaginé, tu sais, quand tu es dans la rue, là, le carré rouge, tout le chaos qui se passait ces années-là, puis honnêtement, on doit le donner aux étudiants, c'était un énorme rassemblement. Là, le plus grand de l'histoire du Québec. Oui. Donc, c'est quand même pas à cette époque-là, quand tu regardes en arrière puis tu te replaces en 2012, est-ce que tu te vois comme chef d'un parti qui est dans une position, franchement, de prendre des positions puis changer des vies? Là? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je suis d'une famille de militants et de militantes. Des gens mes parents n'ont jamais milité dans un parti politique, mais c'est des gens très engagés dans la société. Mon père est un organisateur communautaire qui travaillait dans le milieu ouvrier à Saint-Henri, s'est impliqué dans son syndicat par la suite. Ma mère est avocate, mais elle défendait des travailleurs, des travailleuses accidentés. Donc, un homme et une femme de gauche impliqués dans la société, progressistes. Féministe aussi. Donc, moi, j'ai grandi dans ce bouillonnement-là d'idées, de valeurs, d'implication, mais j'ai jamais imaginé que j'aboutirais dans un parti politique. Donc, je savais, dès mon plus jeune âge, dès mes années à l'école primaire, que je serais quelqu'un d'engagé, que je le serais sans doute toute ma vie. Pour moi, c'est comme une deuxième nature. C'est les valeurs que mes parents m'ont transmises. Si je faisais pas ça, honnêtement, je sais pas ce que je ferais, là. Ça donne du sens à ma vie. C'est l'héritage de mes parents. Donc, j'ai toujours su que je serais engagé dans la société, mais que j'aboutirais dans un parti politique. Non seulement je le pensais pas, mais même je l'excluais. Ça ne m'intéressait pas dans ces années-là. Puis c'est beaucoup plus tard, en 2014, 2015, que je me suis mis à y réfléchir puis à l'envisager. Puis ça a abouti sur mon arrivée à Québec solidaire en 2017. Je me suis posé la question, lorsque la grève étudiante se termine, lorsque je démissionne de mes fonctions au mois d'août 2012, j'ai pris un an, moi, complètement à l'extérieur des médias pour écrire mon livre et pour me poser cette question-là. OK, là, je suis devenu du jour au lendemain une figure publique. Beaucoup de gens ont investi en moi des espoirs, des attentes. C'est pas rien, là, tu as 21 ans, 22 ans.
t'as même pas encore ton bac, puis le monde, il t'arrête dans la rue, puis ils te disent tu vas être premier ministre. Ouais. Puis je dis pas ça pour me vanter, je veux dire... Non, c'est la perception des gens. C'est ça qui m'est arrivé, puis j'étais pratiquement un adolescent. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec cette charge-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette pression-là, mais aussi cette responsabilité-là? Puis je me la suis posé la question, grosso modo, pendant 1 an. Puis la décision que j'ai prise au terme de cette année de réflexion-là, c'est je vais continuer sur le chemin de l'engagement. Puis c'est devenu... je suis allé travailler dans le mouvement syndical, dans le mouvement écologiste. J'ai lancé des mouvements, j'ai fait du financement pour les mobilisations écologistes à l'époque contre les projets de pipeline. Je me suis engagé dans la société de toutes sortes de manières. J'ai été chroniqueur à la radio pendant 2 ans. Puis c'est le choix que j'ai fait au terme de cette année de réflexion-là de demeurer dans ce chemin-là de l'engagement, de continuer à ma manière, essayer d'influencer le Québec dans la direction qui, moi, m'apparaît la meilleure. Puis depuis ce temps-là, j'ai pris mes décisions en fonction des valeurs qui sont les miennes. Puis j'ai l'impression d'avoir toujours respecté ces valeurs-là. Même si j'ai changé sur tellement d'aspects, j'ai l'impression que sur le plan des valeurs, je suis resté fidèle aux premières raisons qui m'ont amené à m'engager dans la société il y a bientôt 15 ans. Et l'implication avec Québec solidaire, est-ce qu'elle était dans l'objectif de devenir éventuellement un jour parlementaire, député, élu, puis qui sait peut-être plus dans le futur, ou est-ce que c'était tout simplement, non, je m'implique, puis on verra bien ce que ça va... Pour être bien honnête, moi, dans le fond, j'étais en réflexion... à savoir, est-ce que je souhaitais me présenter ou pas à l'élection de 2018. Okay. Au courant de l'année 2016, moi, j'ai démarré cette réflexion-là sur le plan personnel et j'étais en train d'envisager de me lancer en politique en 2018 jusqu'à ce que je reçoive un coup de téléphone de Françoise David qui s'en me dit, Gabriel, au retour de Noël, je vais démissionner. Et j'aimerais ça que tu viennes prendre la relève comme député d'Angouin. Là, disons que ma réflexion qui se faisait à petits pas, tout d'un coup, c'est pas mal fait accélérer. Mais un comté comme Gouin pour Québec solidaire, tu dis oui, point. Oui, mais en même temps, c'est des gros souliers à chausser. Oui. J'étais tout jeune. À ce moment-là, j'avais pas fini de rédiger mon mémoire de maîtrise. Comme, oh boy, moi, j'étais en train d'y réfléchir peut-être pour 2018. Et là, il fallait qu'en 1 mois, je prenne ma décision. Puis Françoise m'avait dit, moi, je vais démissionner au courant du mois de janvier. Donc, prépare-toi, il y a des élections partielles qui vont s'en venir rapidement. Fait que ça a, disons, accéléré ma réflexion tout d'un coup. Je suis parti 10 jours au Mexique, seul. T'as pris tes vacances en avance. Exact. Que je vais avoir besoin de vacances. Je pars 10 jours au Mexique tout seul, puis je pense à ça. Je suis revenu, puis j'ai appelé ma gang de chums, puis mes parents, puis je leur ai dit « Ouais, je pense que ma vie va changer, les amis. » Ouais. Dans le fond, c'était le retrait des symboles religieux des personnes qui travaillent dans la fonction publique en position d'autorité. Déjà en partant, ils avaient invoqué la clause dérogatoire. Là, la façon que ça fonctionne, évidemment, ça tient pour 5 ans, puis ensuite, on peut le renouveler. Puis on arrive là, cette année, c'est une année de renouveler cette clause-là. Et ça, c'est le projet de loi 52. Ouais. Là, on sait que Marc Tanguay, la semaine passée, nous a dit qu'il allait voter contre. Ouais. Vous, c'est un peu mélangeant, puis c'est peut-être le meilleur format pour peut-être expliquer aux gens, parce que initialement, le projet de loi 21, vous avez voté contre ce projet de loi-là. Toujours contre. Puis là, arrive le renouvellement de la clause dérogatoire, puis votre position, c'est... Elle est nuancée, notre position. C'est vrai, puis c'est vrai que ça la rend plus complexe. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est... Il y a 2 chartes des droits et libertés. Ça, des fois, on l'oublie. On parle beaucoup et souvent de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie d'une constitution que le Québec, malheureusement, n'a jamais signée. Donc, c'est une constitution qui a été imposée aux Québécois et aux Québécoises, puis un consensus là-dessus dans l'ensemble des familles politiques au Québec. C'est pas normal que le Québec se soit fait imposer une constitution sans son consentement. Et la Charte canadienne des droits et libertés fait partie de cette constitution-là. Ce que les gens savent moins, c'est qu'au Québec, bien avant ça, on s'était voté ici, en 1975. Donc, c'est bien avant le rapatriement de la Constitution dans les années 80, une Charte québécoise des droits et libertés qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et que René Lévesque décrivait comme l'instrument fondamental
d'expression des valeurs d'un peuple. Donc, 75, c'était en pas 75. Mais 75, c'était pas l'évêque encore. Non, la déclaration de l'évêque la déclaration de 85, de l'évêque. c'était à l'occasion du 10e anniversaire de la charte. Il avait ça. fait un discours, puis je le cite, en 85, mais la charte, elle a été adoptée en 75. Et cette charte-là, là, c'est notre charte à nous. Là. Les Québécois, les Québécoises, on s'est voté ça. Puis on a inscrit dans cette charte québécoise les valeurs du peuple québécois, notamment la liberté de religion, notamment le droit à l'égalité. En 2019, quand le gouvernement de la CAQ fait adopter donc la loi sur la laïcité, la loi 21, bien sûr, ils invoquent la charte, ils invoquent la clause dérogatoire pour se soustraire donc à la charte canadienne. De manière préventive. De manière préventive, ce qui était quand même audacieux et inhabituel. Mais ce qu'ils ont fait aussi, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est suspendre la totalité de la Charte québécoise des droits et libertés. Aujourd'hui, et ça, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé à l'époque et qu'on devrait en parler plus aujourd'hui. La loi 21, là, elle n'est pas seulement mise à l'abri de la Charte canadienne, qui en effet a une légitimité qui est un peu contestée au Québec. Elle est aussi mise à l'abri de la Charte québécoise, que le peuple québécois s'est doté pour protéger ses droits sur le territoire du Québec. Là, le projet de loi qui est sur la table, le fameux projet de loi 52, c'est un projet de loi où on va donc réactiver cette clause dérogatoire en vertu de la Charte canadienne. Et là, la CAQ nous dit ça, c'est pour protéger la capacité du Québec à prendre ses décisions sans ingérence du fédéral. Ils nous ont même dit que c'était de l'affirmation nationale. Alors nous, à Québec solidaire, on répond fort bien. Si c'est de l'affirmation nationale dont il s'agit, si ce que vous voulez, c'est vraiment protéger la possibilité du Québec de faire des lois au Québec sans ingérence d'Ottawa, fort bien, retirez la clause dérogatoire en vertu de la Charte québécoise. Acceptez que votre loi, la loi 21, soit soumise au test de la Charte québécoise, qui n'est pas une charte imposée par quiconque, qui est une charte 100% québécoise. Et si vous pensez vraiment que votre loi 21, ça représente les valeurs du Québec, faisons-la passer par les tribunaux au test de la Charte québécoise. Ce qu'on veut, c'est dévoiler les véritables intentions de la CAQ. Parce qu'empêcher le fédéral de s'ingérer dans une décision du Québec, c'est une chose. Mais enlever à des citoyens et des citoyennes du Québec des droits que leur confère la Charte québécoise, c'en est une autre. Donc, dans ce cas-là, c'est pas de l'affirmation nationale. C'est juste enlever des droits à des citoyens et des citoyennes du Québec. On va faire ça simple, là. La loi 21, c'est une mauvaise loi. C'est une loi injuste. Puis la loi 52, que la CAQ propose en ce moment, va la verrouiller à double tour de toute forme de contestation. Et ça, on est contre. Ce qu'on veut, c'est que la loi 21 puisse être contestée en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés. La semaine dernière, vous avez dévoilé une sorte de stratégie de promotion de la souveraineté. On rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale, il y a deux partis qui se déclarent souverainistes. Il y a le Parti québécois et il y a Québec solidaire. Est-ce que cette stratégie-là, c'est un petit peu pour donner votre vision de la souveraineté du Québec et qui serait un petit peu en opposition à celle du Parti québécois, ou plutôt contraire? Je veux vous entendre un petit peu là-dessus. C'est une volonté de parler de notre projet à notre manière. Parce que notre projet, il est différent. C'est pas le même projet d'indépendance que le projet d'indépendance traditionnel dont les gens ont souvent entendu parler et qui, selon nous, n'a pas fonctionné dans les 30 dernières années au Québec, même plus que ça, dans les dernières décennies. Notre projet, c'est un projet, la campagne s'appelle Nouveau Québec, ça dit un peu tout. Notre projet, c'est de redéfinir en profondeur ce qu'est le Québec, de se donner, comme Québécois, comme Québécoises, des nouvelles institutions, un nouveau Québec, à travers une nouvelle constitution qui serait la nôtre, puis où on aurait une meilleure démocratie, où on protégerait l'environnement, et où, et ça c'est pas un détail pour moi, où on s'entendrait sur une nouvelle relation avec les peuples autochtones. Il y a 12 nations sur le territoire du Québec, pas une. Il y a la nation québécoise, il y a les 11 nations autochtones inuites, et il faut partager ce territoire avec ces nations-là. Et pour moi, l'indépendance du Québec, c'est notamment une occasion formidable, une occasion historique de réparer la relation avec les peuples autochtones et de s'entendre sur un nouveau pacte constitutionnel. Mais pour faire ça, il faut faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas dire aux gens, votez oui ou non, signez-nous un chèque en blanc, puis vous inquiétez pas,
après l'indépendance, là, on va s'occuper de ça, là, les enjeux autochtones. Puis les droits et libertés des minorités, ne vous inquiétez pas. Après, le oui, on va tous s'occuper de ça. Moi, je pense qu'il faut procéder à l'inverse. Il faut commencer par définir ce projet-là, notamment la nouvelle relation avec les peuples autochtones, mais notamment les garanties, les protections que les minorités sont en droit de s'attendre dans un Québec indépendant. Puis une fois qu'on aura défini ça à travers, donc, on définit ça dans quoi? Dans une constitution. Une fois qu'on aura défini ça, là, on choisira, là, on demandera aux Québécois, Québécoises, ce projet-là, avec ces garanties de droits et de liberté-là, avec cette nouvelle démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Donc, c'est une manière différente d'en parler. Puis, Nouveau-Québec, l'objectif, c'est de parler notamment aux jeunes qui ne sont pas la génération la plus indépendantiste, on le sait bien. Leur parler de ce projet-là qui est différent profondément des idées reçues, je pense, sur l'indépendance du Québec. Alors, donc là, vous êtes loin de la stratégie du Parti québécois qui pense déjà à la piastre québécoise, qui pense à de quelle couleur sera le passeport, aux frontières, à la défense. C'est vrai qu'on veut commencer par les fondamentaux, puis par créer une adhésion large, populaire, citoyenne à un projet, à un Québec qui est différent. Pour nous, l'indépendance, c'est pas changer un drapeau pour un autre, c'est pas changer la couleur des chèques, c'est pas changer juste de capital. C'est transformer la société. Québec solidaire, comme le PQ, a besoin d'un électorat souverainiste et qui souvent, il y a des vases communicants là-dedans. Comment on fait pour convaincre tout ce monde-là? Les vases communicants, il y en a eu par le passé, mais c'est assez intéressant si on parle sondage un peu, de voir que dans la dernière année, bon, on a assisté quand même à une montée importante des intentions de vote du Parti québécois, mais ça ne s'est pas fait du tout au détriment de Québec solidaire. Hein. C'est-à-dire que Québec solidaire, les optimistes diraient on se maintient, les pessimistes diraient on stagne. Ça veut dire la même affaire. On est autour des mêmes niveaux depuis la dernière élection. Les optimistes diraient c'est un plancher, les pessimistes diraient c'est un plafond. Bref, on est stable. Puis le Parti québécois, lui, a quand même connu une remontée. Puis traditionnellement, bien des analystes se seraient attendus à ce qu'une montée du PQ se traduise presque automatiquement par une diminution de Québec solidaire. Et c'est pas le cas. Donc moi, les vases communicants, il y a toujours des vases communicants en tous les partis à peu près, mais je pense qu'il y en a peut-être moins qu'on croit, puis il y en a peut-être moins qu'avant. Moi, l'élection d'Émilise, je suis d'accord avec toi, Salim. Je pense que c'est une belle opportunité pour nous parce que c'est pas juste où elle habite, c'est pas juste son code postal, c'est ce qu'elle est et ce qu'elle incarne. C'est ça. Et je veux dire, Émilise, elle vit sur une ferme, dans une région agricole. Des enjeux, donc par exemple, les enjeux d'agriculture, d'occupation du territoire, je veux dire, c'est des choses qu'elle vit dans son quotidien. L'éloignement des soins de santé, c'est une réalité qu'elle connaît, dont elle peut témoigner. Elle a un F-150 parce qu'elle a une petite exploitation agricole et donc elle en a besoin. Puis elle habite sur un rang, c'est une réalité, elle la connaît, elle peut en parler. Puis c'est sûr que c'est donc quelqu'un qui, si je disais, faites le portrait robot du solidaire typique, c'est pas ça que vous dessineriez. Ouais. Parce que les préjugés, généralement, puis je les connais, là, c'est un grand garçon, c'est un jeune urbain qui va à l'UQAM, qui fait du petit compost sur son balcon, puis c'est pas mal là ça que ça arrête sa connaissance de l'agriculture. Émilise, elle est complètement à l'inverse de ça. Elle incarne un Québec qui est pas celui-là. Je pense que ça amène une touche qui est différente. Et quand elle parle du Québec, les référents qu'elle mobilise, qu'elle utilise, c'est des référents qui sont différents puis qui parlent à des gens que peut-être moi j'ai plus de difficultés à parler. C'est une des forces d'avoir un tandem comme ça, une espèce de ticket à deux personnes. C'est que ça nous permet d'avoir des discours qui sont complémentaires, des sensibilités qui sont complémentaires. Moi, je pense qu'Émilise, elle a beaucoup à nous apporter. Bien sûr, il va falloir que les Québécois apprennent à la découvrir. Puis ça va prendre un certain temps, elle va gagner en notoriété, mais je pense qu'elle amène une touche qui est différente et qui est très différente de celle qui était celle d'Amir. Amir était unique en son genre, ses qualités, ses défauts, mais je veux dire, il y avait une personnalité politique qui était forte. Françoise David était complètement différente d'Amir. Manon Massé était aussi très différente des deux premières. Elle est aussi très différente de moi. Et là, donc, on amène une nouvelle figure qui est elle aussi radicalement différente de celle qu'on a eue par le passé, puis qui, oui, peut
parler à un Québec qu'on a eu plus de difficultés à rejoindre dans les dernières années. Oui, je suis très optimiste. Québec solidaire est né a été fondé par des gens qui veulent transformer le Québec en profondeur. Et ça, cette passion-là, là, il faut la garder. Cette passion-là de dire, nous, on porte un projet qui est ambitieux, qui est différent, qui est un projet qui va vraiment transformer profondément le Québec. Moi, je veux qu'on garde cette énergie-là puis cette flamme-là, mais il faut faire des choix. Il faut prioriser certaines batailles. Il faut présenter une plateforme électorale qui est réalisable dans un vrai mandat d'un vrai gouvernement de 4 ans. Je pense qu'on est en train d'acquérir cette maturité-là. On chemine vers ça. Je pense que déjà dans les dernières années, on a fait un énorme pas vers l'avant quand même en pensant de 3 à 10 députés, en sortant de Montréal. Et là, il y a un gros test qui s'en vient pour nous en 2026. C'est un gros test pour Québec solidaire. C'est un gros test pour moi aussi. Puis je le prends au sérieux. Moi, je ne ferai pas de la politique pendant 40 ans, là. Puis je veux qu'on avance à Québec solidaire. Fait que c'est une énorme étape qui s'en vient pour le parti, une énorme étape qui s'en vient pour moi, j'en suis conscient. Il y a une étape à franchir pour Québec solidaire. Je pense que le petit pas de côté de 2022, c'est un avertissement. C'est un avertissement qu'il faut continuer à changer, qu'il faut continuer à prendre de la maturité comme parti politique. Moi, j'y crois. Je pense que c'est ce que le Québec a besoin. Puis si jamais le monde, ils sont pas d'accord avec ça, ben ils vont me le dire. Au moment des élections, puis je vais accepter avec la seule attitude qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec humilité et sagesse, ce que le monde va décider. J'ai l'impression que lorsqu'on dit au Québec qu'on est fédéraliste, c'est pas le message qu'on envoie. Est-ce que le PLQ n'a pas un espèce de rôle à jouer, comme justement, tu le dis si bien, le seul parti qui se dit clairement fédéraliste. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle à clarifier c'est quoi son fédéralisme? Tout à fait. Il faut renouveler, je pense, nos propositions pour assurer le leadership du Québec au sein de la Fédération canadienne. À l'époque, Jean Charest avec le Conseil de la Fédération. En 2024, qu'est-ce que ça veut dire, le Conseil de la Fédération? Est-ce qu'on ne peut pas en avoir un 2.0, 4.0? On doit arriver, puis tu as tout à fait raison, avec des propositions tangibles qui vont faire en sorte que nous, la Fédération canadienne, c'est pas une fin en soi, c'est une façon pour que la nation québécoise francophone puisse s'épanouir au sein de la Fédération canadienne. Il faut, permettez-moi l'anglicisme, challenger. Faut engager le Québec à assumer un rôle dans cette fédération-là. Et François Legault nous a fait asseoir sur la clôture en disant, moi, la fédération, c'est un vieux débat, je ne la fais pas vivre et je vais mettre de côté mon option souverainiste. C'est ça la CAQ. La CAQ, c'est dire, on oublie le dossier constitutionnel, on oublie la Fédération canadienne. Je vais vous donner une statistique. Dans le temps de Jean Charest, c'est purement quantitatif, c'est pas qualitatif. Dans le temps de Jean Charest, bon an, mal an, tous les ans, il y avait une centaine d'ententes intergouvernementales canadiennes. Sous François Legault, c'est pas 100, c'est 60. C'est des ententes intergouvernementales canadiennes qui agissent en santé, en transport, en travail. Faire vivre la fédération, assumer notre leadership, c'est important. Puis tu as tout à fait raison, Salim. Pour nous, le Parti libéral, va falloir, puis c'est ce à quoi va s'atteler, entre autres, la commission politique présidée par André Pratt. Il y a Antoine Dion Charest aussi qui fait un travail extraordinaire avec tous les autres militants pour qu'on puisse arriver, la Fédération canadienne, nous, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on propose, puis faire avancer ça. Mais justement, Marc, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Tu es assis à l'Assemblée nationale et tu dis, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on vient de vivre et comment est-ce qu'on va rebondir? Puis 2022 arrive, puis on n'est toujours pas là. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Moi, je reviendrai sur sur les fondamentaux de la démocratie. Puis ma réponse est toute simple, c'est cyclique. Les gens voulaient du changement. Ouais. Les gens voulaient du changement face aux défis. Et il y a des contextes particuliers pour chaque élection et les enjeux, quelle est la question de l'urne et ainsi de suite. Alors, on peut, sur une campagne de 35 jours, discuter longuement sur quel a été l'événement. Quand on dit « Ah, Pauline Marois, elle a perdu le pouvoir en 2014 avec le point levier de Pierre-Carl Pellado. » Certains vont dire « Ah, on accorde trop d'importance à ça, et ainsi de suite. » Mon point, c'est que c'est vrai qu'en démocratie, tu ne peux pas te maintenir éternellement au pouvoir.
Au-delà de ça, tu vas dire, ouais, mais quand même, Marc, il y a des raisons qui expliquent une défaite parce que tu aurais pu avoir un autre mandat. Oui, certainement. Il y a eu des enjeux sur lesquels François Legault, des enjeux identitaires. Et n'ayons pas peur de dire les mots. François Legault s'abreuve d'enjeux identitaires comme le fait le Parti québécois. Moi, quand je fais un débat, là, je commence à m'enflammer. Excusez-moi, je veux pas... C'est bon, ça? Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je parle là du gars en beau joie le vert, mais ça m'anime. Moi, quand je fais un débat avec Paul Saint-Pierre Plamondon et les deux autres chefs de parti, Nadeau-Dubois et Duhem, il y a 2 semaines ou la semaine passée, sur l'immigration, puis dans la même phrase, on dit « Immigration, wow, enjeu, le Parti québécois. Oubliez pas qu'il y a une crise de logement puis qu'il y a une crise de l'itinérance. » Quand vous faites l'amalgame immigration, crise de logement et itinérance, venez pas dire après ça que vous ne mêlez pas ou vous n'accusez pas l'immigration d'être la cause de cela. Faut faire attention. Je pense que depuis le Nous de Jacques Parizeau, et je viens de terminer la lecture du livre de Francine Pelletier. Oh oui, je l'ai aussi. Je suis en train de le terminer. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Qui, elle, retrace l'histoire récente et l'histoire depuis la Révolution tranquille, la Révolution tranquille du Québec, où on est parti d'un nationalisme civique à un nationalisme identitaire. Il y a eu une coupure avec le fameux 30 octobre 1995, Jacques Parizeau. On a été battu par quoi? L'argent et le vote ethnique. On va parler du nous les francophones. Prochaine fois, on votera plus, puis on l'aura notre pays. Alors, depuis ce temps-là, il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Rappelez-vous Pauline Marois en 2007, qui a déposé son projet de loi 195. Pauline Marois qui faisait beaucoup dans l'identitaire. Excusez-moi de le rappeler, mais elle établissait une citoyenneté québécoise, alors qu'on a déjà notre citoyenneté canadienne, et vous n'aviez pas, selon Pauline Marois, le droit d'être citoyen québécois si c'était des conditions qui s'accumulaient. Vous ne parliez pas suffisamment bien le français, vous n'étiez pas citoyen québécois. Et 2, vous ne connaissiez pas suffisamment votre histoire, vous n'étiez pas citoyen québécois. Il y a eu une surenchère sur l'identitaire. Ma réponse est longue, mais pour revenir là-dessus, François Legault a su tabler sur une crainte identitaire en arrivant, entre autres, avec un discours « en prendre moins et en prendre soin » des migrants, qui fait en sorte qu'il a nourri ça et qui a pu bénéficier d'un vote qui l'emmenait à 37 % à être, selon la mécanique, majoritaire en 2018. Alors, il a su tabler là-dessus, mais pour nous, libéraux, puis je termine là-dessus, pour nous, c'est diviser le Québec, c'est faire reculer le Québec, et en prendre moins, non, on voit les chiffres, et en prendre soin, non, on voit le résultat. C'est le plus grand mensonge politique contemporain que François Legault disait ça. Est-ce que, par... non pas pragmatisme politique, non pas par volonté de diviser. Est-ce que c'est possible au Québec, là je vise aucun parti, là, mais est-ce que c'est possible au Québec, par exemple, que dans certaines situations, on puisse se dire nous ne sommes pas anti-immigration, au contraire, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on pourrait peut-être en prendre un peu moins cette année et en prendre un peu plus l'année prochaine ou l'année d'après? Merci Salim, puis on va verbaliser une chose. Les mots sont importants. Au Québec, on veut une immigration contrôlée. On veut une immigration contrôlée. D'amener le débat en disant on en veut-tu plus ou on en veut moins, ça nous implique dans un dialogue. Est-ce que la menace est plus ou moins? Et ça, nous, on ne s'inscrit pas là-dedans. Ça prend une immigration contrôlée. Alors, et l'immigration, c'est un dossier complexe. Mais si j'y vais, la réponse courte. François Legault, dans les catégories d'immigrants qui viennent ici, a axé le débat sur les immigrants reçus permanents, en disant c'est 50 000, c'est pas 70 000. Puis le Parti québécois est embarqué dans ce discours-là en disant Parti québécois, c'est 35 000 permanents. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon a confirmé, comme c'était la position du parti en 2000, il y a plus de 20 ans, c'était 35 000, ça devrait être 35 000, le chiffre magique. Il y a ce qu'on appelle les immigrants temporaires, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y en a plus de 500 000, les immigrants temporaires. Les immigrants temporaires, il y a 3 catégories là-dedans. Il y a les travailleurs temporaires, il y a les étudiants et il y a les demandeurs d'asile. Sur les demandeurs, donc le 525 000 se subdivise en 3. Travailleurs temporaires, étudiants, demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, on a dit clairement, le Québec a fait sa part.
Le fédéral doit faire en sorte qu'il y ait un accueil qui soit fait, un contrôle de sécurité soit fait de façon diligente et qu'on puisse s'assurer que chaque province va accueillir les demandeurs d'asile, parce qu'on a des ententes internationales, selon la capacité d'accueil. Ça, là-dessus, et le 470 milliards qui est demandé, il faut que le fédéral vienne compenser 470 millions. Millions, pardon, excusez-moi. Ça va faire Madame Freeland va faire une syncope. 470 millions. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut s'assurer dans le nombre que l'on accueille de mettre les temporaires, ce qui n'est pas le cas. Monsef Déragi a déposé un projet de loi qui n'a pas été appelé par la ministre Fréchette et par le gouvernement Legault, de dire, dans votre débat sur combien on en accueille, comment on peut travailler sur l'intégration, ne regardez pas juste les permanents, regardez les temporaires. Ils ont refusé. Pour eux, ça demeure un débat 50, 70 ou 35 pour le PQ. Pour nous, on est au-delà des seuils. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, la crise du logement, là, c'est pas vrai que c'est de la faute de l'immigration, parce que quand vous avez 0,6 de taux d'inoccupation à Rimouski, c'est pas parce qu'il y a eu un flot d'immigrants qui sont venus prendre tous les logements, c'est pas ça. Quand vous parlez de l'itinérance et que vous, implicitement, liez l'itinérance, la crise d'itinérance au Québec avec l'immigration, c'est faire trop peu de cas du fait qu'il y a 832 000 Québécoises et Québécois tous les mois qui ont recours aux banques alimentaires. C'est pas les immigrants. C'est pas la faute des immigrants. Les travailleurs temporaires dans le 525 000, à l'heure où on se parle, là, ils travaillent, sont au travail. Ils vont nous aider à bâtir les logements. Ils vont nous aider à être dans nos RPA, offrir les services publics et ainsi de suite. Alors, il faut avoir, puis je me résume, une vision globale sur l'entièreté. Développer notre capacité d'accueil, avoir un gouvernement qui va pogner la crise du logement, qui va pogner la pénurie de main-d'œuvre, qui va les bâtir, les logements. On a besoin au Québec d'une immigration contrôlée, avec une vision cohérente d'ensemble et de travailler sur notre capacité d'accueil. Alors, nous, libéraux, on est au-delà du débat de dire il y en a-tu trop? Et le Parti québécois nous dira lesquels. Puis à la question qui a été posée, Paul Saint-Pierre Plamondon, lesquels aujourd'hui, travailleurs temporaires, vont retourner chez eux? Ben là, il faudrait y aller par catégorie, et ainsi de suite. Il y a un effort économique à avoir. Ils font partie de la solution. Des bras, des cœurs, des cerveaux, des gens qui veulent venir vivre au Québec. C'est ça être libéral. Ça prend l'ensemble du tableau. Et pour nous, c'est au-delà des seuils. Et de ne pas faire un débat identitaire en disant « ils nous menacent », font partie de la menace. Nous, caquistes, péquistes, on va vous protéger de ça. C'est tellement contraire aux valeurs libérales. Dans le mandat précédent, il y a eu des tergiversations qui ont fait en sorte qu'il y a un certain nombre de Québécois qui, traditionnellement, votent libéral, se sont sentis un petit peu trahis. Non pas par le vote, parce qu'on s'entend. Oui, effectivement, le PLQ a voté contre 21, contre 96. Mais il y a eu quand même disons que le PLQ a remis la patte à dents dans le tube un petit peu, à un moment donné. Est-ce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de tergiversation sur ces questions-là? Il est clair que si c'était à refaire, les choses auraient été faites et dites différemment. Maintenant, c'est le premier jour du reste de notre vie. Ce qu'on a entendu, le comité de relance a entendu un message tellement clair des militants. Ils ont visité toutes les régions du Québec, ils ont conversé avec plus de 500 militants et militantes. Ils ont dit « Assumez-vous. Assumez-vous. » Je vais vous donner un exemple tangible. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, il y avait une motion déposée par la CAQ disant que le projet de loi 52, pour renouveler la clause non-obstant, était une motion qui visait à s'assurer de la souveraineté parlementaire et que la façon d'utiliser la clause non-obstant, à savoir passer la gratte dans tous nos droits, était conforme à l'esprit. On a voté contre, sachant qu'il y aurait eu, le cas échéant, potentiellement, un débat là-dessus où il ne protège pas la souveraineté parlementaire. On était les seuls à voter contre. Québec solidaire était conjoint, le PQ consentait à la motion. Assumez-vous. Essayez pas ne transigez pas sur vos principes. Et clairement, nous serons le seul parti qui va voter contre ce mauvais projet de loi-là, de renouveler la clause non-obstant pour la Charte canadienne. Et ça, on va s'assumer. Est-ce qu'il va y avoir de la chaleur qui va venir avec ça? Oui. Est-ce que les autres partis vont nous mettre des étiquettes? Ils ne défendent pas le Québec et ainsi de suite. Bien, on va avoir de la chaleur, va falloir s'expliquer, puis on va le faire. Puis les gens, les Québécois nous attendent là. Je pense qu'il y a eu une déception
qui s'est traduite dans les résultats électoraux, de dire on ne reconnaît pas le Parti libéral du Québec, on les voit pas arriver là où on s'attend qu'ils devraient être. Alors nous, c'est à nous de revenir sur notre X dans tous les jours, dans toutes les positions qu'on prend, de s'assumer. Et encore une fois, on a un positionnement unique à l'Assemblée nationale en ce sens-là. Et on a besoin d'un Parti libéral du Québec au Québec qui s'assume. C'est pas surprenant qu'on a plus de 150 ans parce qu'on a été capable de reconnaître et de traduire ce courant-là au Québec. Alors, clairement, on va s'assumer parce que c'est ça notre valeur ajoutée dans le débat démocratique comme Parti libéral. Nous avons reçu Éric Duhem qui nous a confié qu'il pensait que le Parti libéral du Québec était, d'un point de vue des finances publiques, plus crédible que la Coalition Avenir Québec. Est allé même jusqu'à dire que le ministre des Finances sous Philippe Couillard, Carlos Letao, était un meilleur ministre des Finances que Éric Girard à la CAQ. Je vais vous laisser commenter ça, Marc. Je suis rarement d'accord avec Éric Duhem, mais là-dessus, je m'attendais pas. Qu'il est tout à fait d'accord. Mais effectivement, le Parti libéral du Québec, puis vous l'avez vu, là, on le faisait avant depuis chef intérimaire, mettre les enjeux économiques, mais là, on l'a établi dans notre caucus possessionnel, l'économie sera une priorité. L'économie, puis je commence souvent mes questions comme ça, est à la base de tout, est à la base des finances publiques équilibrées et solides, est à la base de notre capacité d'offrir les services publics. C'est en plein dans la ligne de Robert Bourassa, quand il disait « La force économique du Québec est la meilleure garante de la nation francophone québécoise et de notre culture. » Et ça, il faut créer la richesse. Alors, quand François Legault dit « Moi, quand j'entre un immigrant qui gagne moins de 56 000 j'augmente mon problème », il fait tellement une grave erreur et il ne l'a toujours pas renié. Quand on voit que 61 % des faillites d'entreprises au Canada sont au Québec, 61 % que le Québec, c'est 22 % du Canada, c'est des indicateurs qui nous disent qu'on ne va pas dans le bon chemin. Quand j'ai questionné cette semaine François Legault sur la forêt au Québec, c'est 130 000 emplois. Il y a eu l'équivalent, en 2 par 4, de 23 000 logements qui ont été brûlés. Il faut avoir un plan économique sur notre forêt qui touche toutes les régions, même Montréal, parce que moi, j'ai des fabricants de meubles dans mon comté qui ont besoin de s'approvisionner en bois. C'est des dossiers très tangibles. On a parlé d'agriculture. Alors, oui, au Parti libéral du Québec, c'est notre ADN, l'économie, puis on va le mettre encore plus de l'avant parce que l'étiquette de gouvernement économique de la CAQ ne tient pas du tout la route. Court après les gros deals, délaisse nos PME, puis les gros deals mal ficelés. Et ça fait en sorte que l'économie du Québec, on est très, très, très préoccupé par tout ce qui se passe. Et là, je termine là-dessus. Saine gestion des finances publiques. Quand il est arrivé au pouvoir, François Legault, il y avait 7 milliards de surplus budgétaire. Il l'a complètement dépensé, notamment en envoyant 2 chèques électoralistes en 2022, avant et après les élections. Les 2 chèques ont coûté 6,7 milliards. Ça a été une seule fois, pas structurant, et on n'a pas aidé les plus vulnérables. Il y a eu la pandémie quand même, Marc. En 2022, non, oui. Il y a eu la pandémie, mais la pandémie n'explique pas aujourd'hui le fait que le gouvernement et explique pas le fait que le ministre des Finances, à la mise à jour économique en novembre dernier, a dit chaque dollar à partir de maintenant que je dois dépenser, je dois l'emprunter. Ils ont fait de mauvais choix économiques, notamment les chèques, et les chèques n'étaient pas liés à la pandémie. Peut-être un dernier commentaire qui est un peu personnel, Salim, qui s'exprime. J'ai toujours pensé qu'en politique québécoise, la job la plus difficile, la plus compliquée était celle de chef de l'opposition officielle. Je le pensais, y compris lorsque le Parti libéral auquel j'appartenais était au pouvoir. Donc, je le savais, je trouvais que c'était une job difficile pour Pauline Marois, je trouvais que c'était une job difficile pour Jean-Marc Fournier et Couillard quand ils ont fait le cours intermède. J'ai trouvé que c'était difficile aussi pour le Parti québécois lorsqu'il était à l'opposition officielle. Et c'est une job qui est ingrate et très difficile. Alors, moi, personnellement, je te félicite pour le travail que tu fais.
et c'est même pas Salim qui le dit à son ami Marc. C'est honnêtement, je le dis avec une certaine distance. C'est une job qui est difficile, qui est ingrate. Puis quand on est quand on est à la tête de manière intérimaire d'un parti qui est plus qu'un parti politique, mais une institution politique au Québec, ça rend encore la chose encore plus difficile. Les gens ne voient que du négatif, même quand il y a beaucoup de positif qui se fait. C'est difficile d'attirer l'attention des médias. Alors, je te dis ça, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire que c'est complaisant, mais je pense que j'ai dit aussi de très belles choses sur tes adversaires. Mais je tenais à te le dire. Merci pour ça, Salim. Et moi, chef intérimaire, là, j'y ai goûté bien en masse. Je le fais pour mon parti. Moi, j'aurais jamais été député à l'Assemblée nationale, n'eût été du Parti libéral du Québec et de Jean Charest. Et je ne manque aucune occasion pour saluer et remercier Jean Charest pour ce qu'il a fait pour le Québec. Remercier également Philippe Couillard pour ce qu'il a fait pour un Québec. On a un riche héritage, on a fait avancer le Québec. Est-ce que tout était parfait? Non. Mais on représente l'alternative à ce mauvais gouvernement Legault-là. Et en ce sens-là, moi, je le fais pour mon parti, d'être chef intérimaire. Tant que j'aurai la confiance de mes collègues, la confiance du parti, moi, je vais le faire, le mandat, et je lâcherai jamais. Je lâcherai jamais. Et j'ai hâte que la course à la chefferie soit lancée avec les candidates, que ça brasse des idées, qu'on soit, nous, à l'interne, si vous me permettez l'expression, challengés. Puis il y a des choses qui vont sortir, mais nous, on va faire notre rôle dans l'intervalle pour les Québécois d'opposition officielle. Les candidats feront leur campagne. Moi, je vais évidemment rester neutre comme les officiers au parti, à l'aile parlementaire. Mais merci pour ton commentaire. On a une job à faire. On a été élus pour ça. On n'a pas gagné le gouvernement, mais on a gagné l'opposition officielle. Puis ça, à tous les jours, on va vouloir parler pour toutes les Québécoises et Québécois. C'est ce qui nous anime.